Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos invités Gabin Adjaro, comme Valentin Mayaba et Fioklou Adanglenou pour parler de notre troisième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que nous restons toujours dans la région des Grands Lacs. 3 morts dans une attaque à la bombe par le M23 sur un site des déplacés à Goma. Là, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 ont largué des bombes dans la nuit de samedi à dimanche sur des camps de déplacés, faisant 3 morts selon un premier bilan. Des bombes ont donc été larguées par le M23 sur des camps de déplacés. Là, ce n'est plus seulement des attaques comme on le voit pour des convois militaires ou un affrontement entre militaires, mais c'est usage de bombes sur des cas de déplacés. Le bilan pour ce samedi, c'était 3 morts, mais il faut noter que les attaques continuent. On vient d'apprendre également ces attaques qui ont ciblé des soldats de la SADC, 4 morts aussi dans le rang de ces soldats qui sont venus de la communauté sud-africaine pour soutenir la RDC à faire face à justement ce mouvement rebelle du M23. Je commence par vous, Valentin Mayaba. Oui, je pense bien que le M23, en fait, le M23 en train de vouloir peut-être changer un peu la stratégie d'intervention dans le nord du Kivu. C'est le nord du Kivu, non? Oui. Donc, oui. Donc, et nous avons dit en temps ici que lorsque le M23 est soutenu par le Rwanda, bon, même si on ne le dit pas ouvertement, et quand il y avait une assise entre Kagame et puis Tshisekedi, j'avais pensé qu'à l'époque, ils allaient trouver une formule pour arrêter ces rebelles-là, ces massacres qui se font dans le nord Kivu. Malheureusement, jusqu'au jour où nous parlons, c'est en train de prendre une autre dimension. Et cette dimension, je crois qu'elle doit inquiéter plus d'un. Même les gens qui ont envie de venir peut-être s'interposer ou qui ont envie de venir intervenir pour apporter un peu de l'apaisement, ont la tête, la tête sur les épaules. Ils ne savent pas à quel sens se vouer, comment ça va se faire. Qui donne les armes au M23? Qui arme les M23? C'est la grande question. On dit, Autant dire qui arme les rebelles parce qu'ils sont nombreux à posséder les armes. Oui, bon. Aujourd'hui, nous parlons de M23. Et quand il s'agit des gens qui ont des armes et des bombes qui lancent et que ça tue des gens à longueur de journée et qu'on ne sait pas quand ça va finir, il y a lieu de se poser des questions. Est-ce que même quand nous parlons de M23, quand on parle de Kagame derrière, Kagame le fait pourquoi? Où est-ce qu'il trouve les armes? Est-ce que c'est tout on doit jeter sur Kagame? Je ne pense pas. Parce que aussi, la RDC doit aussi trouver doit aussi porter certaines responsabilités. Parce que ces personnes aujourd'hui se disent qu'ils sont lésés. Ils sont lésés par la gouvernance de Tshisekedi, c'est des gens, bien avant lui, de Kagame, de Kabila, et ils sont dans une zone où on vient prendre des richesses et on construit, ils sont lésés. Et tout ça là, c'est à écouter avec beaucoup d'attention. Et donc, quand on prenait les intérêts, quand vous apportez du crédit, vous accordez du crédit aux réclamations, aux revendications d'un peuple, je pense que vous allez faire de manière à ce que chacun puisse quand même être considéré dans la gestion de votre de la patrie. Et donc, aujourd'hui, se dit non, qu'ils sont lésés, d'autres sont bien, d'autres non. Ça se fait dans tous les États. Mais quand vous n'êtes pas à l'écoute de ce peuple-là, ces guerres-là ne finiront pas tant que la volonté politique des dirigeants ne soit quand même à la hauteur de l'attente de la population. Je pense que c'est bien vrai que personne ne peut encourager une guerre. Personne ne peut aussi faire l'apologie de la guerre. Aussi bien que ça se passe bien, derrière, nous l'avons évoqué tantôt, que les puissances utilisent ces situations-là et s'en fait beaucoup de sous, ou peut-être tirer profit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, les peuples entre frères, on doit se prendre des armes, on doit surpasser cela. Au-delà des intérêts personnels, nous allons dire que après tout ce qui nous réunit, c'est nous sommes un peuple frère et qu'on n'a pas intérêt à prendre des armes contre un autre frère parce que derrière quelqu'un est en train de nous instrumentaliser. C'est ce que nous vivons en Afrique malheureusement. Quand on dit non, c'est les étrangers qui sont derrière nous ou c'est les puissants qui sont derrière nous. Si vous savez que
quelqu'un est en train de vous instrumentaliser, c'est une question de conscience collective. Et si vous prenez conscience que non, quel que soit le prix à payer, je ne suis pas prêt à prendre des armes ou de l'arme sur mon frère, je pense que cette situation, ça peut finir. Mais aussi, les dirigeants doivent faire de manière à ce que chacun puisse vivre heureux sur son territoire, mais de façon équitable, quoi. Qu'on ne puisse pas dire que certains sont pris en compte, d'autres ne le sont pas. Ça crée toujours des situations. Alors, comme Valentin Mayaba, je reste toujours avec vous. On sait que les attaques qui sont menées par le M23 dans le Nord Kivu sont des attaques généralement un peu loin de la ville de Goma, le chef-lieu de cette région. Mais là, c'est des bombes qui sont larguées non seulement dans la ville, mais sur un camp de déplacés dans cette ville. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un autre tournant dans ces attaques du M23? Oui, je l'ai dit que c'est inquiétant, parce que ça, je l'ai dit même dans l'entame de mon propos, en disant que ça prend une autre tournure. Du moment où c'est des bombes qu'on lance, et que c'est des vies humaines qui partent comme ça sur des camps de déplacés. Oui, effectivement, sur des camps de déplacés. Et pourquoi ça? C'est pourquoi je dis, dans cette situation, les deux responsables politiques, quand je parle des premiers responsables politiques de ces deux pays-là, doivent quand même jouer un rôle majeur. C'est pourquoi, quand quelqu'un se déplace, il quitte sa zone A pour aller vers la zone B, pour peut-être trouver refuge. Et là, on trouve des bombes, on les largue là-bas, et ils meurent à longueur de journée, sans qu'aucune disposition ne soit prise pour peut-être protéger ou peut-être mettre en alerte pour qu'on puisse cesser cela. C'est sous le regard impuissant de ces deux dirigeants. Et donc, moi, je trouve qu'il est important qu'aujourd'hui, le médiateur doit travailler là-dessus, parce que ça risque de prendre une autre allure dans le sens où personne ne sera pris en compte. Parce que quand une bombe, on la lance, que tu sois un réfugié, c'est vrai que c'est un camp de déplacés qui a majoritairement ici là-bas, mais il peut s'agir que quelqu'un puisse, des aides humanitaires qui viennent là-bas, que c'est une bombe qui tombe, on ne le connaît pas. La balle, quand on ne le connaît pas, qui es-tu? Donc, je pense qu'il faut beaucoup travailler dessus pour que chacun de ces dirigeants-là puisse prendre la situation à main. L'intervention de la communauté internationale, elle est importante. Elle doit trouver même s'il faut faire cette médiation hors de ces deux pays-là, qu'on trouve un pays un pays étranger quelque part, qu'ils aillent mener des discussions, comme mettre les belligérants, discuter véritablement des questions liées à ces situations-là. Je pense que ça va beaucoup plus s'arranger. Merci. Alors, Fioclou, d'emblée, des rebelles du M23 qui utilisent des bombes, qui les larguent sur des camps de déplacés. Le bilan pour samedi faisait 3 morts. On sait que les attaques continuent toujours dans l'est de la RDC. Au-delà des camps de réfugiés, c'est les convois des forces de la SADC qui sont attaqués. On parle pour le moment de ce côté aussi de 4 morts. Oui, le M23 a un objectif. Quand il lance des bombes sur des camps de réfugiés, c'est pour faire fuir les réfugiés de ces sites et éventuellement de les occuper. Quand on a annoncé l'envoi des forces de la SADC en RDC, le président Kagame a dit haut et fort que ça pose problème. Oui, il a demandé même au Conseil de paix de sécurité de l'Union africaine de suspendre la mesure. Ça n'a pas été fait. Cette mesure, ça n'a pas été fait. Ce qui a fait que le M23 a visé leur position pour avoir 4 tués. À voir concrètement ce qui se passe sur ce terrain, c'est que le M23 veut occuper tout l'Est de la RDC, comme la Russie a occupé tout l'Est de l'Ukraine. C'est la comparaison que moi je voudrais faire. Veut t'occuper là-bas et avoir au moins une distance de sécurité entre les FDL et la frontière rwandaise. Donc, le M23 joue le rôle de force tampon. Pour le Rwanda. Au profit de le Rwanda. Okay. Et pour pouvoir, lors de la chute de ces bombes, les déplacés ont commencé par fuir vers Goma. Oui. Et dans la fuite, il y aura des blessés, des vieillards et autres. Et s'il y a une deuxième étape de bombe, les députés qui y sont obligés de fuir également pour que la place soit vide et vite occupée par le M23. C'est semer
la détresse, dans cette partie, la désolation dans cette partie de l'Uturu. Pour l'occuper. Pour l'occuper. Pour empêcher, vous dites pour empêcher la FDLR. Puisque le Rwanda dit que c'est la FDLR qui veut l'attaquer, la FDLR sont soutenus par la RDC. Ils veulent repousser. Ok, ils veulent repousser la FDLR et servir de fausse tampon entre la FDLR c'est et le Rwanda. rôle que joue le M23 pour occuper toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et si on comprend bien, c'est pour la sécurité du Rwanda qu'on est prêt à semer les désordres dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour l'exploitation des ressources minières. Les deux. Alors, Gabin Adjaro, des bombes ont été larguées par les rebelles du M23 ce samedi sur des camps de déplacés. Le bilan provisoire fait 3 morts. Mais le combat continue, les attaques aussi. On parle de l'attaque d'un convoi de la SADC qui fait au moins 4 morts. Des soldats tanzaniens et sud-africains auraient perdu la vie dans ces bombes. Oui, le doyen vient de faire un bon résumé de la situation qui prévaut là-bas. J'ai l'impression que le M23 est sorti de ses prérogatives parce que premièrement il demandait à discuter directement avec le gouvernement en place et ce qui n'a pas été accordé d'ailleurs. Et on a connu que lors de la gestion de Kabila, ce mouvement-là était en sommeil. Il ne réagissait pratiquement pas, il n'y avait même pas d'attaque et autres. Bon, peut-être qu'il y avait un accord avec Kabila sur qui déjà le gouvernement congolais est en train de mettre la pression d'ailleurs. Et aujourd'hui, on voit que pratiquement ce mouvement-là est dans une autre idéologie aujourd'hui, est dans un autre registre, à savoir occuper pratiquement tout l'est du Congo, comme vient de le dire le doyen. Ils ont tellement pris plaisir à exploiter les ressources dans cette zone-là et surtout à en profiter qu'ils se disent, bon, pourquoi ne pas occuper d'autres pans du territoire congolais? Parce qu'on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Donc, comme ils ont commencé par manger, ils ont déjà pris goût. Alors, pourquoi encore négocier avec le régime en place au Congo pour prendre des miettes ou bien rallier l'armée? Non, ce n'est plus la peine. Il faut occuper une place assez importante et surtout négocier par après aussi son indépendance, pourquoi pas? Parce que ce sont des choses, la RDC Congo, c'est un pays assez vaste, on le sait tous, et c'est le problème la plupart du temps quand on négocie ou bien quand on prend le temps de négocier avec les rebelles ou bien avec les djihadistes, avec les gens qui sèment la terreur. Blaise Compaoré avait fait cela au Burkina Faso et dès son départ, on a vu des attaques se multiplier d'une certaine manière. On a vu la même chose au Mali avec l'Azawad jusqu'à ce que ces gens-là demandent l'indépendance. Sauf que bon, peut-être au Sénégal, la Casamance n'a pas demandé de manière assez virulente, mais ils l'ont fait d'une certaine manière aussi. C'est par rapport surtout aux ressources. Quand les gens se rendent compte que bon, il y a telle ressource ici et puis bon, et quand on a surtout un soutien derrière, alors là, il est difficile d'accepter les négociations. Et aujourd'hui, quand ces gens-là voient qu'il y a une force d'interposition, une force qui peut leur poser problème, alors ils se disent, on va tout faire pour les arrêter, on va tout faire pour les empêcher d'occuper ce territoire-là. Si ces forces-là, le M23, qui pour moi est très lâche, parce que voilà des gens qui ont déjà fui la guerre, qui ont déjà fui les atrocités, et puis les camps qu'ils occupent, vous allez encore là-bas pour les chasser, pour les bombarder, pour les tuer. Ce sont des lâches qui se comportent de la sorte. Ceux-là qui ont occupé ces territoires-là, ils ne savent rien de la gestion du pays. Ils souffrent tout autant que vous. Ils souffrent même plus que vous. La preuve, ils n'ont pas accès aux hôpitaux, ils n'ont pas accès aux écoles, les soins même, c'est compliqué, la nourriture, c'est compliqué, et ils sont laissés pour compte. Et dans ça, là, vous verrez encore les tuer, vous verrez encore brimer leurs droits. Ce sont des lâches qui se comportent de la sorte. Et quand un lâche agit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout faire pour les bouter. Or, ce que Tshisekedi doit faire aujourd'hui, lors de sa campagne, il a dit qu'il va mener la guerre. Il va aller à l'offensive. Alors là, il ne faut pas arrêter que ces gens-là, qui, de jour en jour, s'arment beaucoup plus, puisqu'aujourd'hui, ils ont des munitions très, très, très sophistiquées, il faut faire attention pour que ces gens-là ne deviennent pas comment on appelle les rebelles du Tchad, là. Les Janjaouides. Non, pas les Janjaouides, ceux-là qui ont battu le FACT. Voilà. Le FACT. Il ne faut pas laisser le temps à ces gens-là de s'organiser comme
le facteur au Tchad. Sinon, ça va devenir un problème. Parce que ceux-là, aujourd'hui, ils ont un soutien. Les États-Unis, l'ONU et tout autre, et même le pape, ils ont soutenu que cette force est soutenue par le Rwanda. Et le Rwanda est soutenu par qui? Le Rwanda finalement, personne ne se montre comme soutien du Rwanda. Voilà, mais le Rwanda, on sait très bien que le Rwanda a des transactions commerciales avec d'autres pays, avec d'autres puissances. Et ces puissances-là sont qui? Mais c'est la même puissance qui dénonce aujourd'hui la responsabilité. Voilà, puisque eux, ils ne sont pas cités nommément comme ça. Donc, pour jouer le jeu, ils se disent, bon, voilà, le Rwanda est en train de faire en sorte que bon, le M23 prenne ou bien déstabilise le Congo, alors que eux derrière, ils profitent. Le Donneur vient de le dire, le coltan et autres là qu'on exploite. Le Rwanda n'a jamais exploité, n'a jamais de coltan sur son territoire, mais ils exploitent le coltan. Ils en vendent. Alors, qui en achète? Ce sont des puissances. Puisqu'en Afrique, je ne vois pas de pays qui fait des portables et autres, là, c'est assez compliqué. Mais le Rwanda, aujourd'hui, ils font des portables et ils vendent du coltan. Alors qu'on sait qu'au Nord Kivu, il y a tellement de coltan. Alors, il faut savoir que non seulement le Rwanda est en train de soutenir le M23, mais aussi le Rwanda est soutenu par d'autres puissances qui lui disent, vas-y, il n'y aura rien, on est derrière toi, on va sauver tes arrières. Et aujourd'hui, le Rwanda est en train de se protéger par le biais du M23 et puis bon, ils créent une certaine distance et surtout ça leur permet aussi d'exploiter allègrement ce pan du territoire là qui est proche des frontières du Rwanda et puis bon, ils en profitent allègrement, vivement que ça dure pour eux, mais que la paix vienne au Congo. Merci beaucoup. À vous tous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.